Mathéo Radio présente À haute voix la lecture intégrale des œuvres spirituelles majeures. Aujourd'hui, le disciple de Paul Bourget. Non, ce qui me paralysait auprès de mademoiselle de Jussat comme d'une influence magnétique, c'était, je me rends compte sans bien me l'expliquer, sa pureté. Cela semble absurde au premier abord que de courtiser une vierge soit plus difficile que de s'attaquer à une femme qui s'est donnée et qui, sachant tout, peut mieux se défendre. Cela est ainsi pourtant. Du moins je l'ai subi moi avec une force singulière, ce recul forcé devant l'innocence. Souvent lorsque je sentais entre Charlotte et moi cette invincible barrière, je me suis rappelé la légende des anges gardiens et j'ai compris la naissance de cette poétique imagination du catholicisme. Réduit à sa réalité par l'analyse, ce phénomène prouve simplement que dans les rapports entre deux êtres, il y a une réciprocité d'action de l'un sur l'autre, même à l'insu de cet un et de cet autre. Si par calcul je m'efforçais d'apprivoiser cette jeune fille en lui ressemblant, je subissais sans calcul la force de la suggestion morale que dégage tout caractère très vrai. L'extrême simplicité de son âme triomphait par instants et de mes idées, et de mes souvenirs, et de mes désirs. Enfin, tout en jugeant cette faiblesse indigne d'un cerveau comme le mien, je respectais Charlotte, qu'on est ouvert à l'envahissement des préjugés, comme si je n'avais pas su la valeur de ce mot respect et qu'il représente la plus sotte de nos ignorances. Respectons-nous le joueur qui passe 10 fois de suite à la roulette avec la rouge ou la noire ? Eh bien, dans cette loterie hasardeuse de l'univers, la vertu et le vice, c'est la rouge et la noire. Une honnête fille et un joueur heureux ont juste autant de mérite. Le printemps arriva dans ses alternatives pour moi si troublantes, de projets audacieux, de timidité folle, de raisonnements contradictoires, de savantes combinaisons, de naïves ardeurs. Et quel printemps ! Il faut avoir connu l'âpreté de l'hiver dans ces montagnes, puis la subite douceur du renouveau, pour savoir quel charme de vivre flotte dans cette atmosphère quand avril et mai ramènent la saison sacrée. C'est d'abord à travers les prairies humides, comme un réveil de l'eau qui frémit sous la glace plus mince. Elle la brise, cette glace aiguë, puis elle court légère, transparente et libre en chantant. C'est dans les bois abandonnés un infini murmure des neiges qui, se détachant une par une, tombent sur les branches toujours vertes des pins, sur le feuillage jauni et desséché des chênes. Le lac, débarrassé de son gel, se prit à frissonner sous le vent qui balaya aussi les nuages, et l'azur apparut. Cet azur du ciel des hauteurs plus clair, semble-t-il, plus profond que dans la plaine. Et en quelques jours, la couleur uniforme du paysage se nuança de teintes tendres et jeunes. Sur les ramures, jusque-là toutes nues, les frêles bourgeons pointèrent. Les chatons verdâtres des noisetiers alternèrent avec les chatons jaunâtres des saules. Même la lave noire de la chair parut s'animer avec la nature. Les fructifications veloutées des mousses s'y mêlèrent aux taches blanchissantes des lichens. Le cratère du puits de la Vache et celui du puits de l'Assola découvrirent, morceau par morceau, la chaude splendeur de leur sable rouge. Les fûts argentés des bouleaux et les fûts chatoyants des hêtres brillèrent au soleil d'un éclat plus vif. Dans les halliers commencèrent d'éclore les belles fleurs que je cueillais autrefois avec mon père et dont les corolles me regardaient comme des prunelles, dont l'arôme me suivait comme une haleine. Les pervenches, les primes verts et les violettes apparurent les premières, puis je retrouvais successivement la cardamine des prés avec sa nuance lilas, le bois gentil qui porte ses fleurs roses avant de porter ses feuilles, la blanche anémone, le muscari à l'odeur de prune, la scie à 2 feuilles et sa senteur de jacinthe, le sceau de Salomon avec ses clochettes blanches et le mystère de sa racine qui marche sous la terre, le muguet dans le creux des petites vallées et l'églantine le long des haies.
La brise qui venait des dômes encore blancs passait sur ses fleurs. Elle roulait en elle des parfums du soleil et de la neige que quelque chose de si caressant à la fois et de si frais que respirer à de certains moments, c'était s'enivrer d'un air de jeunesse. C'était participer au renouveau du vaste monde. Et moi aussi, tout tendu que je fusse dans mes doctrines et mes théories, je ressentis cette puberté de toute la nature. La glace d'idées abstraites où mon âme était emprisonnée se fondit. Quand j'ai relu plus tard les feuillets du journal, aujourd'hui détruit, où je notais alors mes sensations, je suis demeuré étonné de voir avec quelle force les sources de la naïveté se rouvrirent en moi sous cette influence qui n'était pourtant que physique, et de quel flot jaillissant elles inondèrent mon cœur. Je m'en veux de penser avec cette lâcheté. Pourtant j'éprouve une douceur à me dire qu'à cette époque, j'ai sincèrement aimé celle qui n'est plus. Oui, je me répète, avec un soulagement réel, que du moins le jour où j'ai osé enfin lui parler de mon amour, jour fatal et qui marqua le commencement de notre perte à tous les deux, j'étais la dupe sincère de mes propres paroles. Vous voyez, mon cher maître, comme je suis redevenu faible, puisque je revendique comme une excuse la sincérité de cette duperie. Excuse de quoi ? Et qu'est-ce autre chose que la misérable abdication du savant devant l'expérience instituée par lui ? Pour tout dire, et ne pas me faire plus fort que je ne l'ai été, cette déclaration sur laquelle j'avais tant délibéré fut simplement l'effet du moins préparé des hasards. Je me souviens, nous étions au 12 mai, c'est la date exacte. Dire qu'il y a moins d'un an et que depuis... Dans la matinée, le temps avait été plus radieux encore, et nous partions dans l'après-midi, mademoiselle Larget, Lucien, Charlotte et moi, pour aller jusqu'au village de Saint-Saturnin, à travers un massif de chênes, de bouleaux et de noisetiers qui sépare ce village du château ruiné de Montredon et qui s'appelle le bois de la Prada. La route qui coupe ce parc sauvage est excellente. Aussi avions-nous pris la petite charrette anglaise où l'on pouvait tenir 4 à la rigueur. Nous devions y monter à tour de rôle. Non, jamais la journée n'avait été plus tiède, plus bleu le ciel, plus grisante l'odeur du printemps éparse dans le vent. Nous n'avions pas marché une lieue que déjà mademoiselle Larget, fatiguée du soleil, s'installait sur la banquette de la voiture que conduisait le second cocher. Le drôle a depuis déposé cruellement contre moi et il a rappelé tout ce qu'il a su ou deviné de ce que je vais, moi, vous raconter. Lucien se déclara bientôt lassé aussi et rejoignit la gouvernante en sorte que je me trouvais marcher seul avec mademoiselle de Jussat. Elle s'était mis en tête de composer un bouquet de muguets et je l'aidai à cette besogne. Nous nous engageâmes sous les branches qu'un feuillage tendre, à peine déployé, saupoudrait d'une sorte de nuage finement vert. Elle marchait en avant, attirée loin de la lisière par la recherche de ces fleurs qui tantôt poussent en tapis épais et tantôt manquent entièrement. À force d'avancer, nous nous trouvâmes à un moment dans une clairière et si éloignés que nous ne nous voyions même plus à travers le taillis pourtant dépouillé, le groupe formé par la petite voiture et les 3 personnes. Charlotte s'aperçut la première de notre solitude. Elle tendit l'oreille, et n'entendant pas le bruit que faisaient les sabots du cheval sur le sol de la route, elle s'écria avec un rire d'enfant « Nous sommes perdus !» Heureusement que le chemin n'est pas difficile à rembourser, comme dit la pauvre sœur Anaclet. Voulez-vous attendre que j'ai rangé mon bouquet ? Ce serait si dommage de gâter ces belles fleurs. Elle s'assit sur un rocher baigné de soleil et elle étala sur sa jupe sa fraîche cueillette, prenant un par un les brins de muguet. Je respirais le parfum musqué de ces pâles grappes, assis moi-même sur l'autre extrémité de la pierre. Jamais cette créature vers qui tendaient depuis des mois toutes mes pensées ne m'avait paru aussi délicate, aussi adorablement délicate et fine qu'à cette minute, avec son visage coloré de rose par le grand air,
avec la pourpre vive de ses lèvres qui se plissaient dans un demi-sourire, avec la claire limpidité de ses yeux gris, avec l'élégance de son être entier. Elle portait, sur une robe de drap sombre, une sorte de veston qui dessinait à demi sa taille. Ses pieds chaussés de bottines lacées dépassaient le bord de sa jupe, et ses cheveux châtains massés sous un chapeau de feutre noir luisaient dans la lumière avec des reflets fauves. Pour mieux manier les tiges de ses fleurs, elle avait ôté ses gants, et je voyais ses belles mains blanches dont les doigts fragiles allaient et venaient. Elle s'harmonisait d'une façon presque surnaturelle avec le paysage, où nous nous trouvions par le charme de jeunesse qui émanait d'elle. Plus je la regardais, plus cette idée s'imposait à moi qu'il fallait saisir cette occasion de lui dire ce que je voulais lui dire depuis trop longtemps. Certainement, je n'en retrouverai jamais une autre aussi propice. De quelle profondeur de mon âme cette idée était-elle sortie, et à quelle seconde ? Je ne sais pas. Mais je sais qu'à peine entrée en moi, elle grandit. Un remords obscur s'y mêlait, celui de la voir, elle, si confiante, si peu soupçonneuse du patient travail par lequel, abusant de notre intimité quotidienne, je l'avais amenée à me traiter avec une douceur presque fraternelle. Mon cœur battait. La magie de sa présence remuait tout mon sang. Pour son malheur, elle se tourna vers moi à un moment, afin de me montrer son bouquet presque achevé. Sans doute elle aperçut sur mon visage la trace de l'émotion que l'orage de mes pensées soulevait en moi, car elle-même, sa physionomie si joyeuse, si ouverte, se voula soudain d'une inquiétude. Je dois ajouter que durant nos entretiens de ces 2 mois où nous étions devenus si étroitement amis, nous avions évité, elle par délicatesse, moi par ruse, toute allusion au faux roman de déception par lequel j'avais essayé d'émouvoir sa pitié. Je compris combien elle avait cru à ce roman, et qu'elle n'avait pas cessé d'y songer quand elle me dit, avec un passage d'involontaire mélancolie dans ses yeux, « Pourquoi vous gâtez-vous à vous-même cette belle journée par de tristes souvenirs ? Vous paraissiez être devenu plus raisonnable. » »« Non, lui répondis-je, vous ne savez pas ce qui me rend triste. Ah, ce ne sont pas des souvenirs. Vous faites allusion à mes chagrins d'autrefois, je le vois bien, vous vous trompez. Il n'y a pas de place en moi pour eux, non, pas plus qu'il n'y a de place sur ces branches pour les feuilles de l'an passé. » Je lui montrai la ramure jaune d'un bouleau dont l'ombre découpée tombait juste à cette seconde sur la pierre où nous étions assis. J'entendis ma voix prononcer cette phrase comme si c'eût été celle d'un autre. En même temps, je lus dans les yeux de ma compagne que malgré la comparaison poétique par laquelle j'avais sauvé ce que cette phrase enfermait de sens direct, elle m'avait compris. Que se passa-t-il en moi et comment ce qui m'avait été impossible jusqu'à cette heure me devint-il facile ? Comment osais-je ce que je croyais ne devoir jamais oser ? Je pris sa main, que je sentis trembler dans la mienne, comme si la pauvre enfant était saisie d'une terreur foudroyante. Elle eut la force de se lever pour s'en aller, mais ses genoux tremblaient aussi, et je n'eus pas de peine à la contraindre de se rasseoir. J'étais si bouleversé de ma propre audace que je ne me possédais plus, et je commençais de lui dire mes sentiments pour elle avec des mots que je ne pourrais pas retrouver aujourd'hui, tant j'obéissais peu à un calcul quelconque en ce moment-là. Toutes les émotions que j'avais traversées depuis mon arrivée au château, oui, toutes, depuis les plus détestables, celles de mon envie contre le comte André, jusqu'à la meilleure, mon remords d'abuser ainsi d'une jeune fille, se fondaient dans une adoration presque mystique, à demi folle, pour cette créature si frémissante, si émue, si belle. Je la voyais devenir, à mesure que je parlais, aussi pâle que les fleurs qui demeuraient éparses sur sa robe. Je me souviens que les phrases me venaient exaltées jusqu'à la folie, désordonnées jusqu'à l'imprudence, et que je finis par répéter comme dans un spasme « que je vous aime, ah, que je vous aime !» En serrant sa main dans les miennes et m'approchant d'elle davantage encore. Elle se penchait, comme si elle avait perdu la force de se soutenir. Je passais mon bras demeuré libre autour de sa taille, sans même songer dans mon propre trouble à lui prendre un baiser.
Ce geste, en lui donnant un nouveau frisson d'épouvante, lui rendit l'énergie de se lever et de se dégager. Elle gémit plutôt qu'elle ne dit « Laissez-moi, laissez-moi !» Et marchant à reculons, les deux mains tendues en avant pour se défendre, elle alla jusqu'au tronc du bouleau que je lui avais montré tout à l'heure. Là, elle s'appuya, haletante d'émotion, tandis que de grosses larmes roulaient sur ses joues. Il y avait tant de pudeur blessée dans ces larmes, une telle révolte, et si douloureuse, dans le frémissement de ses lèvres entr'ouvertes, que je restais à la place où j'étais, en balbutiant « Pardon ». « Taisez-vous », dit-elle en faisant un mouvement de la main. Nous demeurâmes ainsi, en face l'un de l'autre et silencieux, pendant un temps que j'ai compris avoir dû être bien court, quoiqu'il m'ait paru infini. Tout d'un coup, un appel traversa le bois, d'abord lointain, puis plus rapproché, celui d'une voix imitant le cri du coucou. On s'inquiétait de notre absence, et c'était le petit Lucien qui nous lançait notre signal habituel de ralliement. À ce simple ressouvenir de la réalité, Charlotte tressaillit. Le sang revint à ses joues. Elle me regarda avec des yeux où la fierté l'emportait maintenant sur l'épouvante. Elle se regarda elle-même comme si elle venait d'être réveillée d'un horrible sommeil. Elle vit ses mains nues, qui tremblaient encore, et sans ajouter un mot, elle ramassa ses gants et ses fleurs, et elle se mit à courir devant moi, oui, à courir comme une bête poursuivie, dans la direction d'où était partie la voix. 10 minutes après, nous étions de nouveau sur la route. « Je ne me suis pas sentie très bien », dit-elle à sa gouvernante, comme pour prévenir la question qu'allait provoquer son visage décomposé. « Voulez-vous me donner place dans la voiture ? Nous allons rentrer. »« C'est cette chaleur qui vous aura incommodé, » répondit la vieille demoiselle. « Et monsieur Gresloup ?» demanda l'enfant lorsque sa sœur se fut installée et qu'il eut lui-même pris place à l'arrière. « Je reviendrai à pied, » répondis-je. La charrette anglaise détala lestement, malgré sa quadruple charge, dans un adieu de Lucien qui me salua d'un geste. Je pouvais voir le chapeau de mademoiselle de Jussat immobile, à côté de l'épaule du cocher, qui donna du pull-up à son cheval. Puis la voiture disparut, et je me retrouvai m'acheminant seul sur cette route, par ce même ciel bleu, et entre ces mêmes arbres couverts d'un semis d'une impalpable verdure. Mais une angoisse extraordinaire avait remplacé en moi l'allégresse et les ardeurs heureuses du commencement de la promenade. Cette fois, le sort en était jeté. J'avais livré la bataille, je l'avais perdue. J'allais être chassé du château ignoblement. C'était moins cette perspective qui me bouleversait qu'un mélange singulier de regrets, de honte et de désir. Voilà donc où m'avait mené ma savante psychologie, le résultat de ce siège en règle entrepris contre le cœur de cette jeune fille. Pas un mot de sa part en réponse à la plus passionnée déclaration. Et moi, là, sur le moment d'agir, qu'avais-je trouvé que des phrases de roman à lui réciter ? Et un simple geste d'elle, cette fuite loin de moi, les mains en avant, m'avait immobilisé à ma place. Sans doute, il entrait dans ma passion pour elle, à ce moment de nos relations, bien de l'orgueil et de la sensualité, car le mouvement d'idolâtrie qui m'avait fait lui parler avec une éloquence sincère se transforma en une rage de ne pas l'avoir jetée à terre et violentée là, au pied de cet arbre, contre lequel je la voyais toujours s'appuyant. Et moi, à 4 pas à peine, je n'avais su que lui demander pardon. J'aperçus en pensée le visage du comte André. Je vis dans un éclair l'expression de mépris que prendrait ce visage quand on lui parlerait de cette scène. Enfin, je n'étais plus ni le psychologue subtil, ni le jeune homme troublé. J'étais un amour-propre, humilié jusqu'au sang, lorsque je me trouvais devant la grille du château. En reconnaissant le lac, la ligne connue des montagnes, la face de la maison,
cet orgueil céda la place à une appréhension affreuse de ce que j'allais avoir à subir. Et le projet traversa ma tête de m'enfuir, de retourner tout droit à Clermont plutôt que d'essuyer de nouveau le dédain de mademoiselle de Jussat, l'affront qu'allait m'infliger le frère. C'était trop tard. Le marquis lui-même s'avançait vers moi, dans l'allée principale, accompagné de Lucien qui m'appela. Ce cri de l'enfant avait l'habituelle intonation de familiarité et l'accueil du père acheva de me prouver que j'avais eu tort de me croire perdu si vite. « Ils vous ont abandonné, me dit-il, et ils n'ont même pas eu l'idée de vous renvoyer la voiture. Vous avez dû marcher d'un pas. » Il consulta sa montre. « J'ai peur que Charlotte n'ait pris froid, » ajouta-t-il. « Elle a dû se coucher aussitôt arrivée. Ces soleils du printemps sont si traîtres. » Ainsi, mademoiselle de Jussat n'avait rien dit encore. « Elle souffre ce soir. Ce sera pour demain, pensai-je. Et je commençai aussitôt, seul, à préparer l'emballage de mes papiers. Je tenais à eux en ce temps-là avec une si naïve confiance dans mon talent de philosophe. Le lendemain arriva, rien encore. Je me retrouvai avec Charlotte à la table du déjeuner. Elle était pâle, comme quelqu'un qui a traversé une crise de violente douleur. Je vis que le son de ma voix lui infligeait un léger tressaillement. Puis ce fut tout. Dieu, quelle étrange semaine je passais ainsi, m'attendant chaque matin à ce qu'elle eût parlé, crucifié par cette attente et incapable de prendre les devants moi-même et de quitter le château. Ce n'était pas seulement faute d'un prétexte. Une brûlante curiosité me retenait là. J'avais voulu vivre autant que penser. Eh bien, je vivais. Et avec quelle fièvre! Enfin, le 8e jour, le marquis me fit demander de venir dans son cabinet. Cette fois, me dis-je, l'heure a sonné. J'aime mieux cela. Je m'attendais à un visage terrible, à des mots injurieux. Je trouvais au contraire l'hypocondriaque souriant, l'œil vif, l'air rajeuni. « Ma fille, me dit-il, continue d'être souffrante. Rien de bien grave, mais de bizarres accidents nerveux. Elle veut absolument consulter à Paris. Vous savez, elle a déjà été très malade et guérie par un médecin en qui elle a confiance. Je ne serais pas fâché de le consulter, aussi pour moi-même. Je pars avec elle après-demain. Il est possible que nous fassions ensuite un petit voyage pour la distraire. Je tenais à vous donner quelques recommandations particulières au sujet de Lucien. Pour le temps de mon absence, quoique je sois content de vous, mon cher monsieur Gresloup, très très content, je l'écrivais à Limacé hier. C'est un bonheur pour moi que de vous avoir rencontré. Vous jugerez, mon cher maître, par tout ce que je vous ai montré de mon caractère, que ces compliments devaient me flatter comme un témoignage de la perfection avec laquelle j'avais joué mon rôle et me rassurer sur mes craintes des derniers jours. Il n'en fut rien. J'aperçus ce fait bien net et positif. Charlotte n'avait pas voulu raconter la tentative de déclaration que j'avais faite auprès d'elle, et je me demandais aussitôt pourquoi, au lieu d'interpréter ce silence dans un sens qui me fut favorable, j'entrevis soudain cette idée qu'elle s'était tue parce qu'elle n'avait pas voulu m'ôter mon gagne-pain par pitié, mais non pas cette pitié amoureuse que j'avais voulu provoquer. Je n'eus pas plus tôt imaginé cette explication qu'elle devint pour moi évidente et en même temps insupportable. Non, me dis-je, cela ne sera pas. Je n'accepterai pas l'aumône de cette outrageante indulgence. Quand mademoiselle de Jussat reviendra, elle ne me trouvera plus ici. Elle me montre ce que j'aurais dû faire, ce que je ferai. J'ai voulu l'intéresser, je n'ai même pas attiré sa colère. Laissons-lui du moins un autre souvenir que celui d'un cuistre qui garde sa place malgré les pires affronts. J'étais tellement désarçonné de mes projets, cette espérance de séduction qui m'avait soutenu tout l'hiver était si morte, que je rédigeai dans la nuit qui suivit cet entretien une lettre pour celle dont j'avais rêvé de me faire aimer, où je lui demandais de nouveau pardon. C'était À haute voix,
une émission de KTO Radio. Aujourd'hui, le disciple de Paul Bourget. Lecture, Pierre Deveau. Captation et réalisation, Alexis Duménil et Thibaut Dagalier. Une émission disponible en podcast sur ktoradio.com et sur l'application KTO Radio.